Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, la première, on l'avait bien suivie, la SVB aux États-Unis, puis ensuite le Crédit Suisse, la seconde banque de grande envergure qui a connu de très graves problèmes financiers, à tel point que l'établissement a été finalement racheté d'urgence par UBS dimanche dernier pour 3 milliards d'euros, sachant qu'il en valait le double 3 jours plus tôt. Alors si le Crédit Suisse connaissait une grave crise depuis plusieurs mois, en tout cas c'est une déclaration du principal actionnaire de la Banque nationale saoudienne, qui a mis le feu aux poudres. Celle-ci a en effet affirmé le 17 mars dernier qu'elle ne renflouerait pas la banque suisse en cas de problème financier, ce qui a occasionné une perte d'un quart de sa valeur boursière sur les marchés financiers. Alors pour certains, comme un certain Guy de Lafortelle, qui est à ma droite, il faut se méfier des apparences. Derrière se cache en fait une attaque en règle des États-Unis sur les systèmes bancaires suisses. Alors qu'en est-il de cette crise ? Quelles conséquences évidemment pour la France ? C'est ce qui nous intéresse. Et surtout, un effondrement du système bancaire est-il possible à court terme, sachant que nous sommes également avec Philippe Herrlin, qui avait à l'époque pour la SVB, repris les mots de Bruno Le Maire, qui avait dit pas de risque de contagion en France. Et lui, il avait dit que c'était faux. Nous assistons à un crash obligatoire mondial à cause du relèvement des taux par la Fed, la BCE, la SVB. Et le premier domino de ce crash obligatoire et mondial. Alors pour parler de tout cela, nous sommes donc avec Philippe Herrlin et avec Guy de Lafortelle. Je rappelle, Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume, et Philippe Herrlin, économiste, spécialiste des questions monétaires, chroniqueur, docteur en économie au Conservatoire national des arts et métiers, et auteur notamment de France, la faillite ou Pouvoir d'achat, le grand mensonge, et dernièrement Bitcoin, comprendre et investir, le tout aux éditions Erol. Alors peut-être pour commencer, revenir sur votre point de départ, Philippe Herrlin, sur, selon vous, l'idée que nous soyons dans un système de domino qui entraîne une banque l'une après l'autre. Oui, c'est-à-dire le marché obligataire est en train de se crasher en ce moment suite au relèvement des taux d'intérêt des banques centrales qui relèvent pour lutter contre l'inflation. Et ça veut dire que toutes les obligations qui ont été émises pendant des années à taux zéro ou à taux faible, eh bien aujourd'hui, elles perdent énormément de valeur parce que les obligations aujourd'hui, elles sont émises avec des taux de 3, 4, 5%. Donc celles que les banques et les sociétés d'assurance vie ont dans leur bilan et qu'elles ont achetées à 0, 0,5 ou 1%, elles valent nettement moins cher sur le marché. Pour le marché américain, on estime que ça fait à peu près 600 milliards de pertes de valeur de tous les actifs obligataires détenus par les banques. C'est à peu près 15% de la valeur. Donc, alors, est-ce que c'est gênant ? Si vous êtes une banque ou une société d'assurance vie et que vous pouvez attendre à l'échéance, c'est-à-dire, vous avez acheté une obligation 100, vous attendez l'échéance, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous récupérez 100. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes obligé de la vendre parce que, par exemple, vos clients, vos déposants disent je veux récupérer mon argent, c'est ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank, vous êtes obligé de les vendre sur le marché et là, vous encaissez une perte. Et si cette perte est supérieure à vos fonds propres, vous êtes en faillite. Voilà, mais ça c'est comme le cas de beaucoup de banques aujourd'hui, non ? Alors, c'est ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank, mais il faut savoir, parce que Bruno Le Maire dit qu'il n'y a pas de risque de contagion. En fait, il aura dû lire un peu la presse parce qu'il y a déjà eu un crash avant même la Silicon Valley Bank en Europe, qui est la société d'assurance vie italienne, Eurovita, qui avait acheté des obligations françaises et allemandes et qui rapportait pas grand-chose et qui a dû faire face à un certain nombre de demandes de fonds. Et donc, elle a été mise... Alors, elle n'est pas en faillite, elle n'est pas fermée, mais les autorités de régulation italiennes empêchent les clients d'Eurovita de retirer leur argent. C'est-à-dire, si vous êtes client d'Eurovita, ça fait plus de 300 000 personnes, ça fait un montant d'à peu près 15 milliards d'euros. Et bien, tous ces clients-là, ils touchent plus d'argent, ils ne peuvent pas reprendre leur mise. Alors, peut-être que en attendant quelques mois ou un an ou deux, ils vont peut-être pouvoir récupérer. Mais en tout cas, voilà, ils sont bloqués pour l'instant. Et donc ça, c'était une première effet d'annonce. On n'en a pas du tout parlé dans la presse française, évidemment, parce que l'assurance vie, c'est un des placements préférés des Français, donc il ne faudrait pas leur faire peur. Mais si les Français... Là, on voit actuellement que le livret A augmente, les gens vont sur le livret A parce qu'avec 3%, c'est quasiment meilleur que l'assurance vie et en plus, c'est beaucoup plus liquide. Il n'y a pas les contraintes de l'assurance vie. Si ce mouvement continue de prendre de l'ampleur, augmente, les sociétés d'assurance vie risquent d'avoir des problèmes.
Voilà, donc il faut surtout pas faire peur aux gens. C'est pour ça que Bruno Le Maire dit il n'y a pas d'effet de contagion. Oui. Mais c'est faux, c'est un problème qui se pose à toutes les banques, à toutes les sociétés d'assurance vie. Toutes ne vont pas être touchées, mais il y en a déjà beaucoup. Voilà. Alors, et une question encore, parce que là on comprend la fragilité, on va dire, du système aujourd'hui, mais pas forcément l'effet domino, c'est-à-dire pourquoi le fait qu'une banque tombe ferait tomber l'autre. Souvent, il y a beaucoup de liens entre elles. C'est pour ça que la Suisse a absolument fait en sorte que Crédit Suisse ne fasse pas faillite et soit racheté par son concurrent UBS. Parce que si Crédit Suisse avait fait faillite, à travers, il y a beaucoup de participations croisées. Il y a aussi les problèmes des produits dérivés. Ça, c'est aussi une bombe à retardement. Voilà. Eh bien, ça fait que c'est une banque systémique. Voilà, donc il ne faut pas que ça fasse faillite. C'est comme la Deutsche Bank qui va mal aussi depuis longtemps, on le sait, comme les Crédits Suisses. Il ne faut pas que ces banques-là fassent faillite, sinon il y a un effet domino. Il y a déjà un petit effet domino, on pourra peut-être en parler pour le Crédit Suisse, c'est qu'ils avaient émis des obligations quand ils allaient mal, on appelle ça, le nom qu'on leur donne, c'est COCO, voilà, bon, c'est un montant de 16 milliards, et normalement, on est remboursé. Dans l'échelle des créanciers, on est devant les actionnaires. Oui, on est prioritaire. Voilà, on est prioritaire. Et les autorités suisses ont dit que finalement, non, vous n'êtes plus prioritaire. Donc, ces 16 milliards-là, du jour au lendemain, ils valaient zéro. Oui, alors que les actionnaires, comme vous l'avez dit, ils ont quand même au moins récupéré, on va dire, un tiers de la valeur. Alors, c'est pas quand même pas grand-chose, mais c'est quand même pas zéro. Et ce marché de ces obligations COCO, là, ça pèse 200 milliards au niveau des banques européennes. Donc, les gens qui détiennent ces actifs-là se disent si la banque va mal, ça risque de valoir zéro du jour au lendemain. Donc ça, c'est un effet domino qui pèse sur 200 milliards. Voilà. D'accord. En fait, c'est ce système d'interdépendance. Guy de Lafortelle, vous n'êtes pas d'accord ? Si. Non, si, je suis assez d'accord. Non, je suis éventuellement ça que moi j'ai tendance à dire que je ne crois pas trop à l'effet domino, parce qu'à mon avis, le système est tellement interconnecté qu'on est plus arrivé dans un moment où vous arrivez très très vite, en fait, à un moment où vous éteignez carrément la lumière bancaire. Et où éventuellement le système s'effondre complètement. Mais vous n'avez plus tellement d'espace pour qu'une banque comme Crédit Suisse puisse faire faillite. C'est-à-dire que ça va tellement vite, c'est-à-dire que l'effet domino va tellement vite que soit vous voulez dire qu'on ne voit pas les petits dominos s'effondrer un après l'autre, en fait. Non, d'un seul coup, on ne voit plus rien. Quoi. Non, et typiquement, ce qui se passe en ce moment, c'est comme l'a très bien dit M. Herlin, c'est que le relèvement des taux frappe absolument tout le monde de manière extrêmement forte, aussi bien en France qu'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous avez des gens dans des radios qui viennent nous expliquer qu'il n'y a pas de soucis, bien sûr qu'il y a des soucis, comme il y en a dans absolument partout. Et notamment, à chaque fois que vous essayez d'arrêter ces événements qui se produisent, alors c'est vrai que moi j'estime que Crédit Suisse, on les a poussés par la fenêtre. On les a poussés par la fenêtre. Une forme de bouc émissaire, vous expliquiez la dernière fois. C'est une manière d'exporter sa crise, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où tout le monde va mal, et que éventuellement on est dans une situation qui est comme en 2007, où vous avez des taux qui sont beaucoup trop élevés, où vous avez des produits dérivés qui sont revenus à des niveaux de 2007. Enfin, tout le système financier en fait est redevenu dans l'état ultra dysfonctionnel qu'il n'a jamais tellement quitté, mais on avait réussi à mettre une espèce de chape par-dessus. Il faut surtout pas que derrière on puisse laisser un Lehman Brothers faire faillite à nouveau. Et ce qui est très important dans ce qui s'est passé à mon avis sur Crédit Suisse, c'est que après la faillite de Lehman Brothers, on s'était dit plus jamais ça. Il faut qu'on se rappelle un peu ça, plus jamais ça. On veut plus jamais que ce soit l'argent des contribuables qui aille sauver ce qui sont en fait des escroqueries de grand chemin. C'est-à-dire que ce que ces banquiers ont fait, il y a rien de bon dans ce qu'ils ont fait. Et on se retrouve en fait 10 ans plus tard où on se rend compte que non seulement les montants ont été décuplés, sur que la BNS aligne quand même 100 milliards pour sauver Crédit Suisse, la Confédération aligne 9 milliards de garanties, ce qui est quand même pas mal pour les Suisses. Ils ont eu 5 milliards de déficit l'année dernière, et ils sont déjà en train de prendre des mesures drastiques parce qu'ils supportent pas ça. Et en plus de ça, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, et M. Herlin l'a aussi très très bien rappelé, c'est-à-dire qu'on s'assoit totalement sur le droit.
C'est-à-dire que non seulement, effectivement, ces obligations contingentes, c'est pas tout à fait des cocos parce qu'elles sont pas convertibles, ont été traitées ont été annulées avant les obligations, avant les actions. Alors on va dire c'est pas très grave, c'est-à-dire que sauf que dans le milieu financier, la manière dont vous allez donner un prix à ces produits, c'est justement l'ordre dans lequel le risque est donné. Donc éventuellement, vous êtes en train de casser la manière dont vous donnez les prix, et en plus de ça, on s'est assis sur les actionnaires d'UBS et de Crédit Suisse à qui on n'a jamais donné leur avis pour ces fusions. Donc vous vous retrouvez dans une situation où en fait vous êtes dans une situation encore pire que 2007, où vous pouvez même plus demander aux actionnaires, vous n'avez plus aucun état de droit dans ce qui s'est passé sur Crédit Suisse. Et en France, à mon avis, il y a un risque. Ce risque des obligations peut toucher en France. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à d'autres formes d'obligations convertibles, qui sont celles, alors on dit de rang 3, ce qu'on appelle les NPS, les Non-Preferred Seniors, qui sont des obligations convertibles qui sont traitées comme des obligations seniors, c'est-à-dire des obligations sans risque, alors qu'elles ont le risque d'être converties, et que les banques françaises donc, ont refourgué à absolument tous leurs clients depuis 3-4 ans, c'est assez récent. À partir du moment où vous ne respectez plus l'ordre, il n'est pas du tout impossible que si vous avez une banque qui est en difficulté, on aille activer ces obligations-là. Eh bien, on va continuer de parler de ces obligations convertibles, des produits dérivés, évidemment, c'est très important. Et puis peut-être aussi du rôle des Américains dans ce jeu-là, et notamment de la Fed. On en reparle dans quelques instants, mais il est 8h sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Adèle Rosner. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, non. La table ronde. Et nous sommes toujours avec Philippe Erlin, économiste spécialiste des questions monétaires, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers, auteur de France, la faillite. On est vraiment en plein cœur du sujet. Pouvoir d'achat, le grand mensonge, là aussi d'ailleurs en plein cœur du sujet. Bitcoin, comprendre et investir, et tout ça aux éditions Erol. Et puis Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume. Alors je voudrais qu'on revienne tout d'abord, toujours dans ce sujet autour de la faillite du Crédit Suisse et des faillites récentes des différentes banques que nous avons citées plus tôt. Sur le rôle de la Fed que vous avez commencé à citer, Philippe Erlin, qui a donc relever ses taux directeurs en même temps qu'elle favorise la création de crédit et puis qu'elle souhaite faire payer les premiers effets de la crise plutôt aux banques européennes. D'ailleurs, on dit que BlackRock est soupçonné de vouloir racheter le Crédit Suisse. Est-ce qu'il y a un jeu, une forme de manipulation américaine là derrière, Philippe Erlin ? Ça, je sais pas, mais la manipulation, elle est dans la gestion des taux d'intérêt, quoi. Parce que pourquoi on était en taux zéro ces dernières années ? Oui. Parce qu'il fallait solder la crise des subprimes de 2008. Voilà, et la BCE a suivi, d'autant plus que nous, en Europe, on a eu la crise grecque en 2010-2011. Donc il fallait lâcher la bride et permettre aux banques, au système financier en général, de se refinancer pour pas cher. Et il était évident que l'inflation allait venir un jour. On était quelques-uns à le dire, assez peu, mais on était quelques-uns à le dire, voilà, parce que l'histoire monétaire montre que quand on distribue trop d'argent, voilà, au bout d'un moment, les étiquettes se mettent à valser. Et avec le Covid et les confinements, là on a encore fait exploser le bilan des banques centrales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et puis l'inflation est venue, et donc les banques centrales ont été obligées d'augmenter leur taux d'intérêt, mais elles l'ont fait trop brutalement. Et pendant les taux zéro, elles disaient, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflation, et puis on relèvera pas les taux. Voilà. Rien à signaler. Et donc là, le fait qu'ils relèvent les taux aussi rapidement, ils prennent à contre-pied les acteurs financiers. Bon, qu'on aurait dû avoir un peu plus de jugeote et se douter qu'un jour ça allait arriver. Mais bon, ceci dit, voilà, la plupart, ils écoutent ce que dit la Banque centrale, ils y croient. Bon, voilà, tant pis pour eux, mais c'est ce qu'ils font la plupart, malheureusement. Voilà. Il n'y a pas derrière, c'est pas un complot, mais une volonté de faire effondrer un système plutôt qu'un autre. Ça, je sais pas, non, parce que là, c'est tout le système qui s'effondre. Aux États-Unis, il y a un effet domino qui est à la limite plus important qu'en Europe, parce que les banques régionales bénéficient de moins de protection que les grosses banques nationales là-bas. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à fermer leurs comptes dans les banques régionales pour les mettre sur JP Morgan. C'est ce qu'on avait dit avec la SVB notamment. Voilà. Et il y a First Republic Bank, par exemple, qui a reçu 30 milliards, mais on ne sait pas si elle va pouvoir subsister quand même. Donc il y a des grosses inquiétudes quand même. Et puis... justement, le relèvement des taux, au moins on peut se dire, ça va permettre de réduire l'inflation, qui est un mal vraiment qu'il faut éradiquer.
Et ça commençait à donner des résultats aux États-Unis, pas encore en Europe, mais aux États-Unis. Et là, la Fed, elle est obligée de relâcher la bride complètement. Et le bilan de la Fed a augmenté de 300 milliards sur ces 2 ou 3 dernières semaines. Et donc, ça risque de faire repartir l'inflation. Donc, on n'en sort pas. Ah oui. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de dettes partout dans le système, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il y a tellement de dettes que remonter les taux d'intérêt, au bout d'un moment, c'est pas possible parce que ça fait craquer. Ça fait craquer le système. Alors là, il se trouve que ça a été SVB aux États-Unis, ça a été Eurovita en Europe, ça aurait pu être d'autres acteurs, il y en a peut-être certainement d'autres qui sont proches de tomber, mais on ne le sait pas, on le verra au dernier moment. Mais le relèvement des taux, ça peut se faire un peu, mais pas de façon très importante, parce qu'il y a trop de dettes dans le système et que ça met beaucoup trop de gens en difficulté. Guy de Lafortelle, à ce sujet. Ouais, alors c'est vrai que moi... Oui, j'ai évoqué BlackRock, c'était pour vous faire plaisir, parce que c'est quand même un de vos sujets de prédilection. Oui, et que c'est le Financial Times a dit que BlackRock avait des vues sur Crédit Suisse. Il y a un jeu très paradoxal de la Fed qui, en même temps qu'elle relève ses taux, a inondé le marché interbancaire américain de liquidités via son système de marché repos, qui est un truc un peu technique, mais et dont on peut se demander si la Fed cherche véritablement à lutter contre l'inflation, en fait, parce que ils avaient besoin de ça, parce que si en remontant trop vite les taux, effectivement, on met les banques dans des mauvaises situations. Et il y a une situation très malsaine parce que donc la Fed a remonté les taux, mais en même temps, elle a donné de quoi, d'une certaine manière, compenser aux banques. Et quand on regarde la création de crédit au niveau mondial, la création de crédit n'a pas du tout suivi le relèvement des taux. C'est-à-dire que normalement, vous relevez les taux. Le relèvement des taux, c'est pas lui qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la création de crédit, c'est la monnaie en circulation dans le système. Et ça, normalement, on dit vous relevez les taux, vous allez faire baisser cette création de crédit. Et il n'y a pas eu ce mécanisme de transmission. Les banques ont résisté. Alors, est-ce que c'était prévu ou pas prévu par la Fed? C'est très très dur de le savoir, mais je ne suis pas sûr. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont été un peu obligées, à mon avis, elles ont été davantage obligées d'augmenter plus fort que prévu, parce que c'est très brutal l'augmentation des taux dans un système tel que nôtre, pas tant à cause de l'inflation que parce que les banques ne jouaient pas le jeu et que vous aviez un crédit continué. Et alors il a baissé en dehors des États-Unis. Aux États-Unis, la création de crédit est encore monstrueuse. C'est le truc vous avez à peine une inflexion sur la création de crédit. C'est-à-dire que c'est comme si on s'en foutait. Et effectivement, les banques sont passées d'un mode on s'en fout complètement là maintenant on va passer en mode panique. Il y a pas eu vraiment de, c'est vraiment on-off quoi. C'est le moment de paniquer. C'est le moment de paniquer et effectivement on commençait, il y avait quand même un peu d'effet sur l'inflation, mais effectivement pas encore chez nous. Et en plus en France on a du retard, mais on arrive à un moment où on va pas avoir le choix effectivement que de rebaisser les taux et de repartir. La Fed effectivement a remis des liquidités et les marchés sont en train de parier très fortement sur des baisses des taux, et donc on est reparti pour un tour et on va avoir une inflation qui va s'installer très longuement, et c'est ça, et c'est là où vous avez un lien qui est très important, c'est-à-dire que ce prix du sauvetage de votre système bancaire, on dit la BNS à boule, la Banque Nationale Suisse à boule 100 milliards pour Crédit Suisse. On ne sait pas ce que ça veut dire. Sur 100 milliards, on a l'impression que c'est des trucs de magie. C'est l'argent magique, c'est ça. Tout d'un coup, ça réexiste, l'argent magique. Non, ce truc-là, ça va se traduire en inflation, ça va se traduire en appauvrissement, et vous avez un lien très fort entre ce sauvetage du système bancaire et la colère noire des populations. Ah oui, alors ça, attendez, ça, on va y revenir après. Mais un petit mot sur BlackRock. Vous pensez quelle est la volonté de BlackRock de vouloir racheter le Crédit Suisse, enfin les parts du Crédit Suisse? Alors, moi j'ai été très, très, très étonné que le Crédit Suisse, que la SEC, le gendarme boursier américain, retarde la publication du rapport annuel du Crédit Suisse. Non pas que le rapport annuel et les comptes du Crédit Suisse soient sincères, je suis absolument persuadé que les comptes du Crédit Suisse sont insincères et que c'est une planche pourrie le Crédit Suisse, il n'y a aucun souci, sauf que c'est une planche pourrie depuis 2008. On s'est rendu compte en 2008 que c'était une planche pourrie, ça n'a pas changé depuis en fait, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est irréformable ces trucs-là, soit vous les tuez et vous tuez le système avec, soit vous essayez de remettre le couvercle. Donc quand la SEC tout d'un coup dit non, vous ne pouvez pas mettre votre rapport annuel et en plus de ça, on va vous faire rajouter une ligne comme
quoi vous n'avez pas pris le contrôle des risques est mal fait, que derrière vous avez effectivement la banque, le gouverneur de la banque saoudienne, la banque nationale saoudienne, qui vient expliquer que il dit pas, quand on lui pose la question, c'est Bloomberg, ils disent au fait Credit Suisse va pas très bien, est-ce que vous pouvez envisager de les aider? Normalement vous répondez on étudie toutes les possibilités, merci, au revoir. Là il répond not, absolutely not. C'est les petites phrases qui sont calculées, qui sont envoyées. Je suis désolé, quand vous avez des postes comme ça, de la même manière que Bruno Le Maire vous dira jamais que les banques sont en faiblesse parce que ça déclenche l'événement. Et donc pour moi ça n'est pas fortuit. Et pour moi il y a des attaques et vous avez une espèce de curée qui est en cours. Et pour moi il vaut mieux que ce soit les voisins qui tombent plutôt que vous. Et puis vous connaissez l'adage américain, on dit never let a good crisis go to waste. Il faut pas laisser perdre une bonne crise. Vas-y, pardon, allez-y, redites. Il ne faut pas laisser perdre une crise sérieuse. C'était Rahm Emanuel, c'est un adage, mais qui a été très utilisé par Rahm Emanuel, qui est un petit peu l'âme damnée de Barack Obama. Cette crise sert quand même certains intérêts. Ouais, pour le dire plus simplement. Ah oui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est JP Morgan, c'est les grosses banques américaines qui concentrent un risque. Tout d'un coup, le too big to fail revient en force. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu il y a déjà plusieurs années, c'est que les Américains ont fait en sorte de tuer le secret bancaire suisse pour tuer les banques suisses qu'ils trouvaient beaucoup trop puissantes. Alors, les banques suisses abusaient un peu parce qu'ils donnaient aussi un peu des conseils pour échapper au fisc dans différents pays, donc ils se sont pris des procès en France, aux États-Unis aussi. D'ailleurs, le Crédit Suisse s'est pris une très grosse amende aux États-Unis il y a plusieurs années. Mais les Américains ne font pas ça par vertu, pour lutter contre l'argent sale ou l'argent caché, parce que eux, ils le font aussi. Oui. Au Delaware, c'est un paradis fiscal, etc. Mais c'est différent dans les pays anglo-saxons. C'est pas du secret bancaire où on vient avec sa valise de billets. C'est un truc, c'est un peu plus évolué. C'est les avocats qui créent des structures avec des porte-noms, des nominees, avec des gens qui sont des hommes de paille, comme on dit. Et c'est comme ça que ça se fait aussi bien à Londres qu'aux États-Unis. Et donc ça permet de planquer de l'argent comme le font les banques suisses avec le secret bancaire. D'ailleurs, il y a une enquête qui a révélé que peut-être que Emmanuel Macron était passé par ce genre de système dans sa campagne de financement. Oui, voilà, parce que pour les deals qu'il a fait lorsqu'il était banquier d'affaires, il est évident qu'il a touché un peu plus que ce qu'il a déclaré comme président de la République, et que ça a été mis dans des structures de type anglo-saxon, justement, qui fonctionne très bien. Donc les Américains, en fait, ils ont tué le bancaire suisse pour récupérer cet argent-là. Voilà. Et les banques suisses ont beaucoup souffert parce que la base de leur puissance, c'est la gestion de fortune. Alors ça leur reste encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, la branche suisse de gestion de fortune du Crédit Suisse, elle marche très bien. Donc il y a quand même des bons éléments dans le Crédit Suisse. Il y a des trucs pourris, mais il y a quand même des bons éléments, quoi. Voilà. Mais ça a été affaibli par les Américains, ça c'est clair. D'accord, donc on revient à qui sert le crime. Et puis alors dans l'autre sens, que vous commenciez à dire tout à l'heure, Guy de Lafortelle, finalement, j'ai cru entendre asservissement de la population, c'est ça, ou un terme comme celui-ci? C'est le problème, c'est que si on fait repartir l'inflation de manière extrêmement élevée et importante, normalement, ce que disait M. Erlin, c'est qu'il vous devriez remonter à nouveau les taux pour lutter contre cette inflation, ce que vous ne pouvez pas faire puisqu'on vous demande de les baisser. Donc le problème que vous avez dans ces cas-là, c'est vous avez le risque inverse qui est de partir en hyperinflation. Et quand l'hyperinflation, généralement on dit c'est 100% en 3 ans, 100% d'inflation en 3 ans, ça commence à devenir un seuil qu'il ne faut pas dépasser, parce que là vous partez en emballement. Alors c'est au niveau d'un système tout entier, mais vous prenez aujourd'hui l'inflation pour les ménages les plus modestes, je pense que vous n'êtes pas très loin de l'inflation alimentaire, vous êtes à plus de 30% en un an sur les ménages modestes. L'inflation, c'est pas la même pour tout le monde. Donc on a comme ça des signaux précurseurs, je pense que vous en parleriez beaucoup mieux que moi, parce que vous avez beaucoup écrit sur l'inflation et de manière très brillante, mais donc ces choses sont là. Et du coup, si pour sauver votre système bancaire, vous devez relancer l'inflation et donc réappauvrir les populations, parce que bien évidemment, vous n'allez pas faire de l'inflation en mode années 80, dans lequel vous faites suivre les salaires, parce que vous ne pouvez pas vous le permettre, parce que vous allez à nouveau remettre des pièces dans la machine. Donc vous avez un appauvrissement des populations, vous avez des vases communicants, et donc quand vous sauvez le système financier, c'est au détriment des populations. C'est in fine, alors vous avez des jeux, vous mettez autant de rouages et de mécanique que vous voulez, à la fin, ça reste les populations qui payent, et qui payent avec la difficulté à faire ses courses, quoi. C'est bien de ça dont on parle. Et ça, et à mon avis, si vous voulez lutter contre l'hyperinflation,
toute éternité, vous faites du contrôle des prix, et quand vous faites du contrôle des prix, vous amenez de la pénurie. Et quand vous amenez de la pénurie, vous finissez en rationnement. Après tout, il paraît qu'on est en économie de guerre depuis le Covid. Sobriété. Oui, non, mais bien sûr. Ah oui, après vous mettez le faux nez du CO2, du climat et du CO2, et puis voilà. On en parlait juste avant. Philippe Arlin, à ce sujet, sur le fait que finalement tout ça se fera au détriment des populations. Oui, de toute façon, l'inflation en soi, ça se fait au détriment des pauvres, des gens qui n'ont pas d'épargne importante, qui n'ont pas d'actifs immobiliers. L'actif immobilier, ça peut permettre à peu près de se protéger contre l'inflation. Mais les gens qui ont des revenus faibles, ils ont pas ça. Et l'essentiel de l'argent qu'ils gagnent, ça passe en dépenses, des dépenses qui sont liées à l'alimentation, à l'énergie, deux postes qui sont en train d'exploser. Oui. Alors, pas seulement depuis la guerre en Ukraine, il ne faut pas mettre ça sur le dos de la guerre en Ukraine, ce serait un peu facile, mais depuis la planche à billets dont on parlait tout à l'heure, donc notamment depuis les confinements et le Covid. Donc ça appauvrit les gens. Et si en plus à ça, on rajoute une crise bancaire, une crise de l'assurance vie, qui commence à pointer son nez, là, vous n'avez même plus accès au peu d'argent que vous aviez sur votre compte bancaire, votre assurance vie. Donc là, ça devient extrêmement grave. Et malheureusement, on va vers ce scénario pour l'instant, parce que si l'inflation ne peut pas être vaincue, ça veut dire qu'on va rentrer en régime d'inflation importante durable. Et ça, c'est pas vraiment tenable par le système bancaire, quand même. À un moment, ça fait des trous dans les bilans, comme on le voit là sur le marché obligataire. Les gens veulent retirer leur argent, des banques tombent, il y a un effet domino. Enfin voilà, on rentre dans quelque chose qui génère crise sur crise, Voilà. Oui, mais alors on a du mal à voir la porte de sortie finalement de tout ça. À la porte de sortie, la porte de sortie. À part une grande crise, une grande révolte. Moi, les portes de sortie, ça fait plusieurs années que je le dis. Mettez une partie de votre argent en Bitcoin et en or physique, et en or physique. Voilà, les deux. Parce que ça protège. Alors, le Bitcoin est très volatile, donc il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut le savoir, sinon on n'y va pas. L'or, c'est un cours qui est beaucoup plus stable. Et l'histoire multimillénaire de l'or nous montre que ça protège contre les vagues d'inflation. Donc ça, c'est la porte de sortie au niveau individuel. Si vous voulez, voilà. Mais du système au niveau du système, moi je conseille, fondamentalement, pourquoi il y a eu de la planche à billets ? Parce que les États font du déficit budgétaire. Voilà. Pour moi, la source du problème, c'est ça. Donc il faut que les États équilibrent leurs comptes. Ça va être très difficile à faire parce que s'ils font du déficit, c'est pour distribuer de l'argent à leur clientèle électorale. Oui, exactement. Donc dire à des gouvernants, vous allez serrer la vis et vous allez mieux gérer l'argent public, c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'États qui l'ont fait. La Suède, le Canada, l'Allemagne en 2000, qui ont réussi. Alors les confinements ont fait exploser tout ça. Même les pays vertueux. Et là, avec la crise énergétique, même les pays vertueux comme l'Allemagne se retrouvent en très mauvaise situation, avec déficit budgétaire, hausse de perte de compétitivité. Donc c'est très compliqué de gérer ça en plus. Mais pour moi, la source du problème, c'est ça. C'est les États qui ont pris trop de place et qui dépensent trop d'argent et qui font trop de déficit. Finalement, c'est la population qui va payer pour la mauvaise gestion des États. Voilà, mais c'est aussi la population qui vote pour les gens qui font des déficits budgétaires. Donc il y a un moment, il faut aussi se remettre en question et pas mettre la faute tout le temps sur les autres. Il faut aussi se poser des questions sur soi-même, se regarder dans la glace et se remettre aussi un peu en cause. Oui, tout à fait. Alors, Guy de Lafortelle, à ce sujet. Bien sûr. À mon avis, on peut remonter un cran au-dessus par rapport à... La porte de sortie. Oui, par rapport à la dette. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les États sont endettés ? Ils sont endettés pour faire de la redistribution. Et cette redistribution a en partie été nécessaire et commandée parce que vous avez un mauvais partage de la valeur ajoutée, un mauvais partage primaire, donc avant redistribution, qui s'est développé en Occident à partir des années 80, et où en fait, vous passez donc la valeur ajoutée d'une économie est traditionnellement partagée entre le capital et le travail, et vous avez... Et maintenant, elle n'est plus trop sur le travail. Elle est de moins en moins. Vous étiez dans les années 80, alors vous étiez un point haut pour le travail, vous étiez à 75% de valeur ajoutée distribuée au travail et 25% au capital. Depuis la fin des années 80, on est à 60-40, 60 pour le travail, 40, et c'est cumulatif, c'est-à-dire que chaque année, vous avez des revenus qui ne vont pas au travail et qui vont au capital, et ces revenus-là, ils ont été compensés par les dettes. Et ça, si vous commencez à réfléchir là-dessus et que vous dites que vous voulez rééquilibrer ça,
vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas sortir de ce genre de crise sans à un moment remettre un peu de frontières, vous ne pouvez pas laisser le travail en concurrence avec la Roumanie, avec l'Asie, et ça, parce que le problème de fond, c'est qu'on ne produit plus assez de richesses réelles par rapport aux promesses de richesse qui sont ces espèces de promesses monétaires de crédit. Et on dit, mais si, demain, on va vous rembourser plus que ce que vous nous donnez maintenant. Et ça, on est arrivé à des niveaux de crédit qui sont tels qu'on ne peut plus les rembourser. Mais il y a un moment, il faut comprendre que si on a besoin de rééquilibrer ces choses-là, et ça, comment est-ce qu'on va en sortir à mon avis, malheureusement, on arrive au stade où la guerre devient la porte de sortie la plus probable. Parce qu'on voit mal... parce que si vous commencez à effondrer le système bancaire... Mais la guerre... Quelle guerre? Parce que la guerre en Ukraine, on avait déjà parlé ensemble, elle sert déjà certains intérêts. Là, vous parlez d'une révolte populaire, en fait. Non? Ouais, moi je parle du fait de détourner une révolte populaire en guerre conventionnelle. C'est souvent comme ça que ça se marche. Quand vous voulez pas apaiser une révolte populaire parce que vous n'avez pas les moyens de répondre aux exigences de votre peuple, vous les envoyez à la guerre. Je suis désolé, c'est extrêmement désagréable et cynique, mais c'est malheureusement ce à quoi il faut s'attendre. Il y a des gens qui ont intérêt à la guerre. Il y a un parti de la guerre aujourd'hui. Il y a un parti américain de la guerre qui nous sacrifie là-dedans. Et ils nous tiennent notamment par le système financier et par la capacité, la dépendance qu'on a au dollar. Les banques européennes sont radicalement dépendantes au dollar. Et donc, aujourd'hui, il y a des liens très forts entre la finance, la géopolitique et la société. Oui, votre porte de sortie, elle n'est pas tout à fait très... Non, elle est pas rose, mais en même temps, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est abreuvé aux fausses promesses. Oui. On est abreuvé aux fausses promesses, ça ira mieux demain. Le crédit, c'est ça ira mieux demain. La politique, c'est ça ira mieux demain. Le monde dans lequel on est, c'est ça ira mieux demain. Non, mais même le système financier, c'est la confiance. Tout va bien, vous inquiétez pas. Philippe Herlin, un dernier mot peut-être sur ce sujet-là? Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire de partage valeur ajoutée. Je connais ces graphiques qui sont publiés par l'INSEE. Voilà. En fait, le premier à servir dans la valeur ajoutée, c'est l'État. Et quand on fait ce calcul-là, on annule l'État parce qu'on considère qu'en fait, il prend et il redistribue. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est surtout la place qu'a pris l'État dans la captation de la valeur ajoutée qui fait qu'il y a moins d'argent pour le travail et aussi pas forcément beaucoup plus pour les actionnaires. Parce que pour les grosses boîtes des CAC 40 dont on parle, ça c'est évidemment, c'est les premiers de la classe, donc eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais au niveau des PME, les actionnaires, ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Voilà, donc il faut mettre ça et moi, voilà, c'est pour ça que je reviens, il faut que l'État diminue sa part. Voilà. Et maintenant, sur le risque de guerre, oui, je partage tout à fait ça avec Guy. C'est malheureusement une porte de sortie quand tout va mal. L'État, parce que s'il y a une faillite bancaire, l'État, les gouvernants sont mis en cause parce tout le monde se rend compte qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui arrive. Donc, une façon d'échapper à cette responsabilité, c'est d'aller toujours plus loin dans la guerre et puis dans les monnaies numériques de banque centrale où on supprime le cash et comme ça, vous êtes pieds et poings liés avec l'argent que vous avez sur votre compte et que vous dépensez. Et c'est une façon de contrôler tout ce que vous faites. Et malheureusement, on va vers cette voie-là, quoi. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer très simplement en quoi une guerre peut arranger les problèmes monétaires? Une économie de guerre, ça permet justement de tout figer. S'il y a un risque de crise... justement. Mais en sortie de guerre, à quel moment ça va... Mais l'économie de guerre, ça permet de tout figer. C'est-à-dire, s'il y a un risque de faillite bancaire, s'il y a des risques d'effondrement, l'économie de guerre, ça permet de tout figer, de distribuer quand même un peu d'argent aux gens, de faire tourner l'économie et d'encaisser une baisse de pouvoir d'achat en disant c'est pour défendre le pays. Voilà. Donc c'est tout à fait c'est malheureusement tout à fait une porte de sortie. Mais la sortie de guerre après, elle sera pas forcément meilleure. Non, après, quand on regarde ce qui est passé après la Deuxième Guerre mondiale en France, il y a eu 3 années de suite avec 50% d'inflation. C'est-à-dire que tous les épargnants, le peu d'épargne, ceux qui avaient encore de l'épargne après la Deuxième Guerre, ils ont été complètement lessivés, quoi. Donc, et c'est aussi ce qui arrive. Et on met ça sur le dos de la guerre à ce moment-là. On peut dire c'est pas de la faute à nous, gouvernement. Oui, d'accord. Joli et bon gouvernement, c'est de la faute de la guerre. Donc, on reste les épargnants et on repart à zéro, quoi. Voilà. D'accord. Un dernier mot à ce sujet, Guy? Oui, la guerre en fait c'est une grande lessiveuse, c'est-à-dire que ça permet ça permet de mettre tout le monde au travail aussi, les économies de guerre, et ça permet en fait d'effacer toutes les exigences de chacun. C'est-à-dire maintenant c'est la guerre, donc vous essayez, vous faites ce qu'on vous dit, et puis on vous appose. On se concentre. Oui, ça permet de faire passer. C'est toujours pareil, ça permet de faire passer des choses qu'on peut pas faire passer autrement. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour ces perspectives très joyeuses. Merci à vous, Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans caution,
costume. Merci à vous, Philippe Erlin, économiste et spécialiste des questions monétaires. Achetez de l'or, voilà la chose à retenir. Physique. Et du Bitcoin, et en tout cas pour mieux comprendre comment fonctionne le Bitcoin, et vous avez ce livre, Bitcoin, comprendre et investir, aux éditions Erol, ou France, la faillite, point d'interrogation. Je crois que vous pouvez enlever le point d'interrogation. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas.